Je suis le premier à dire qu'il faut que la droite s'intéresse à l'écologie et comprenne qu'il s'agit d'un sujet essentiel. J'en ai fait plusieurs vidéos, par exemple celle-ci, la droite doit enfin assumer d'être écolo, paru dans la série Wild Side, donc ce format où j'ai réalisé 4 vidéos différentes, et il y en aura d'autres qui viendront, je l'espère, dans les semaines ou les mois qui viennent, et qui s'intéresse spécifiquement à la question écologique, environnementale. Donc vous avez par exemple une vidéo que j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup aimé réaliser, j'ai fait des recherches intéressantes là-dessus, il faut réensauvager l'Europe. Alors, bon déjà, première réaction, on voit que ça fait pas beaucoup de vues. Alors c'est des vidéos qui sont un petit peu vieilles, donc l'explosion de la chaîne est quand même assez récente, ok, mais malgré tout, c'est un sujet qui ne passionne pas la droite. Et pourtant, je pense que c'est vraiment très important, stratégiquement et intellectuellement, idéologiquement, parce qu'il ne faut pas faire d'erreur sur cette question de l'écologie. C'est-à-dire qu'il faut traiter ce sujet qui est vraiment très important, mais il ne faut surtout pas sombrer dans l'écolo-gauchisme qui nous emmène vers la catastrophe. Parce que l'écologie version idéologie de gauche, eh bien c'est tout simplement la plus grande arnaque de l'histoire, qui révèle d'ailleurs l'un des piliers de ce qu'est le gauchisme au fond, c'est-à-dire l'hypocrisie. Vous connaissez tous ces gens de gauche qui prônent de grandes et belles valeurs en public et qui en réalité dans leur vie de tous les jours, eh bien sont des gens qui sont à l'exact inverse, ou en tout cas qui en font beaucoup moins qu'ils n'en disent. On a bien sûr l'exemple de Gérard Miller, alors c'est pas de l'écologie, mais c'est bien voilà, l'ignominie gauchiste, c'est-à-dire que le type donnait des leçons de morale incroyables sur les plateaux de télé, pour au final, dans son hôtel particulier, eh bien agresser sexuellement des très jeunes filles. Bref, tout ça en citant Mao à côté. Bon, vous voyez un petit peu l'hypocrisie gauchiste qu'il faut absolument combattre. Et sur l'écologie, eh bien, on a cette hypocrisie qui se révèle de manière extrêmement forte. Et pour vous montrer que l'écolo-gauchisme est une apocalypse civilisationnelle, eh bien, on va s'intéresser à plusieurs actualités qui nous le démontrent de manière très claire. Alors, on a d'abord cet article des Échos qui parle de la loi ZAN, Z-A-N, la loi zéro artificialisation nette, en nous disant que cette loi, eh bien, elle va pénaliser des villes. Alors, qu'est-ce que la loi zéro artificialisation nette? C'est une loi qui a été prise sous la pression idéologique, politique des écologistes de gauche, complètement décroissantistes et qui nous mènent vers la catastrophe. L'idée, c'est d'ici 2050 de ne plus avoir aucune construction neuve sur des zones non construites et d'ici 2031 de réduire de moitié cette artificialisation des sols, c'est-à-dire la construction de nouveaux logements, de nouvelles entreprises, de nouvelles usines, etc. Alors sur le principe, on se dit c'est de l'écologie, c'est super, génial, etc. Sauf que là encore, les grandes idées, elles rencontrent parfois le mur du réel et c'est très violent. Donc déjà, cet article nous apprend qu'il y a des villes de France, notamment dans l'Ouest, qui vont être très pénalisées et qui vont être confrontées à un casse-tête, parce que comment on accueille de nouvelles personnes si on ne peut pas construire comme on voudrait? Donc déjà, pour les villes, ça peut être compliqué. Mais là où c'est vraiment très dangereux, c'est pour les entreprises. Les entreprises qui, pour se développer, parce qu'il y a de la croissance économique qui permet quand même de la richesse, on peut avoir un regard critique sur ça, mais enfin, avant de changer complètement de modèle de société, voilà, il faut quand même un petit peu de temps et on peut pas tout d'un coup se dire qu'on abandonne la croissance et qu'on retourne vivre dans une forme de sobriété heureuse. Voilà, c'est déjà quasiment impensable, on va y revenir au cours de cette vidéo, mais en plus, là, c'est d'un coup d'un seul, on a des entreprises qui se retrouvent confrontées à des situations intenables. On a, par exemple, cet article du Télégramme, Média Breton, autour de Rennes, les entreprises face au casse-tête de la sobriété foncière. Se développer mais sans consommer trop de foncier, en Ille-et-Vilaine, les entreprises font face au casse-tête de la loi ZAN. Poursuivre sa croissance démographique et économique tout en optant pour la sobriété foncière et le respect de la nature qui nous entoure, voilà la difficile, impossible, point d'interrogation, se demande le journaliste, équation qui se présente au territoire français. Voilà. Effectivement, comment on peut résoudre cette équation? La réponse, c'est qu'on ne peut pas. Voilà, je vous le dis direct. Et le journaliste, quand il a mis impossible entre parenthèses, il a bien compris le résultat de ce questionnement. Bien entendu qu'on va vers une situation qui est intenable pour les entreprises. Et on a un exemple parfait de tout ça à Toulouse avec Airbus, entreprise qui se développe économiquement de manière très importante parce que bien il y a un afflux de commandes pour ce constructeur français européen. Bon, on se rend compte en lisant la tribune qu'il y a un problème. Alors qu'Airbus a enregistré un record de commandes, le secteur risque de pâtir de la raréfaction du foncier. Donc des entreprises françaises qui exportent, qui sont des fleurons au niveau international. Il n'y en a pas des masses, ok? Mais alors, si en plus on leur met des bâtons dans les roues avec des lois comme ça qui sont complètement folles, évidemment que ça va poser problème. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le député Jean-François Portarieux, qui s'émeut dans cet article de France 3 Occitanie de la situation,
Eh bien, il annonce d'emblée, cette loi ZAN, je l'ai votée à 2 mains, assure fièrement Jean-François Portarieu. Mais il faut bien réfléchir à comment on la met en place et mieux anticiper les contraintes. Donc les mecs, alors là, c'est là où on voit le pouvoir du lavage de cerveau idéologique de la gauche et avec cette fusion vers l'écologie, hein, qui amène donc l'écolo-gauchisme, enfin, c'est un pouvoir de sidération des esprits qui est total. Le député hurle contre les conséquences de cette loi, mais non seulement il l'a votée, ce qui déjà montre qu'il n'a pas bien réfléchi à ce qu'il faisait, mais en plus, il se félicite toujours de l'avoir votée. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Mais évidemment que quand on a une loi de ce genre, eh bien, on se retrouve avec, au bout du bout, la décroissance, avec la réduction de la production des richesses dans le pays. Alors évidemment, dans cette vidéo, je ne veux pas vous tenir le discours, on s'en fiche de la nature, de l'environnement, de l'écologie, et il faut artificialiser tous les sols, voilà, l'économie d'abord. Je ne dis surtout pas ça. Je dis juste qu'il y a une incompréhension totale de la part d'énormément de gens qui ont un peu le cerveau lavé par cette propagande, qui ne comprennent pas les implications concrètes de leur posture, de leur discours. Voilà. L'écologie, on va le voir dans quelques instants, c'est vraiment le royaume de la posture, où les gens n'arrivent pas à comprendre ce que ça veut dire factuellement, les conséquences de leurs grandes idées, de leur vote et compagnie. Ça, c'est quand même dramatique. Et puis, on voit aussi là-dedans qu'il y a un discours qui nous amène vers l'effondrement économique. Alors, chez les écolo-gauchistes, c'est un effondrement qui est souhaité, qui est désiré. C'est pour ça qu'ils amènent ces lois complètement folles sur le devant de la scène et qu'ils les font voter. Mais un effondrement, là encore, on est dans la posture. Qui veut vivre concrètement un effondrement? Qui veut vivre concrètement le fait que des entreprises soient obligées de partir du territoire français et donc appauvrissent le pays? Enfin, ça n'a pas de sens. L'écolo-gauchisme, ça amène à la misère. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, sans aller jusqu'à des excès, bien entendu, complètement fous, qui nieraient l'importance de la nature, de l'environnement et compagnie, il faut un juste milieu qui prenne en compte à la fois l'impératif économique et l'impératif écologique. Mais là, on est dans quelque chose qui n'a aucun équilibre. Et c'est ça le vrai danger. Alors, je vous l'ai dit, l'écologie, c'est vraiment le royaume des postures. Tout le monde est écolo parce que tout le monde entend ce discours martelé par les médias, par les politiciens, par les productions culturelles et compagnie, comme quoi l'écologie, c'est une bonne valeur. Et je ne critique pas le fond du message. Bien entendu que je suis écologiste, moi aussi. Par contre, je suis pas Sandrine Rousseau, hein, clairement. Mais on a donc des gens qui entendent parler tout le temps de sobriété, de décroissance, etc., comme quelque chose de positif. Mais il y a le réel, voilà. Et le réel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que les Français, comme le dit cet article de Libération qui parle de la surconsommation, les Français adhèrent à la sobriété, mais attendent qu'on les y contraigne. Mais pourquoi ça? Alors, j'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo. Le gouvernement veut que l'on arrête de consommer vers la tiers-mondisation, point d'interrogation. Et en fait, le problème de la sobriété, c'est que qu'est-ce que ça recouvre concrètement? Je me répète un peu, mais parce que c'est très important. La sobriété, c'est l'appauvrissement. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on consomme beaucoup moins. Et d'ailleurs, les écolo-gauchistes, quand ils parlent de la sobriété, de la décroissance et compagnie, ils se gardent bien de quantifier précisément les efforts qui doivent être fournis. Parce que s'ils devaient le faire, je peux vous dire que personne ne serait d'accord avec ça. Y compris eux-mêmes d'ailleurs. Personne ne serait capable d'acheter, alors je sais pas, je dis ça un peu au pif évidemment, mais un jean tous les 5 ou 10 ans, un seul pantalon, comme au bon vieux temps, hein, où on était au temps de la sobriété. Pareil sur, par exemple, les smartphones, un tous les 15 ans. Ah, bah là tout de suite, si on s'amuse à quantifier, ça fait quand même mal. Donc, évidemment que là, on est dans un discours qui ne fonctionne pas concrètement parce qu'il est irréaliste, parce que la nature humaine est faite de telle manière qu'on est quand même poussé vers la consommation. Attention, je ne dis pas que c'est bien. C'est pas parce que c'est dans notre nature qu'on ne doit pas essayer de juguler les dérives liées à ça. Pas du tout. Hein. Mais c'est juste qu'aller dans l'extrême inverse n'a aucun sens parce que les gens ne veulent pas le faire. Et là, on le voit avec ce baromètre de l'ADEME qui nous montre que, voilà, globalement, les gens sont d'accord sur le principe, mais dans la réalité, ils ont du mal à l'appliquer. Parce que c'est compliqué à faire. Et c'est tellement compliqué que même les écologistes les plus radicaux eux-mêmes ne sont pas dans la sobriété qui serait nécessaire dans leur logiciel apocalyptique et décroissantiste. Ils ne sont pas capables de le faire. Combien d'écologistes ont des smartphones? Combien d'écologistes ont un compte Instagram où on les voit aux quatre coins du monde? Bon, il y a un moment, faut pas déconner. Tout ça, c'est de la posture. J'ai parlé de tout ça dans plusieurs vidéos, donc celle-ci que je viens de vous présenter. Dans cette vidéo également, les jeunes sont hypocrites sur l'écologie. L'exemple du GP Explorer, vous savez, cette compétition de voitures de course qui a été organisée par le plus gros youtubeur français, Squeezie. Donc, on voit bien que même si les jeunes se disent écologistes, finalement, ils aiment bien regarder le GP Explorer et puis prendre l'avion et compagnie. Bon, je parle de tout ça dans cette vidéo que je vous invite à regarder. Il y aura tous les liens en description.
J'en parle également dans ce best-of de l'émission numéro 6 d'ADN sur l'écologie. Donc, c'est un best-of qui ne contient que mes propos à moi pour des raisons évidentes, puisque y a des raisons de censure YouTube, tout simplement. Mais c'est une émission qui était dédiée donc à l'écologie. Et là, je parle notamment de la décroissance, qui est pour moi un suicide civilisationnel. Et c'est pour ça que les gens ne veulent pas faire d'efforts. C'est parce qu'ils savent qu'au bout du bout, ça serait un tel coût financier, humain même, pour eux-mêmes et pour la société de manière générale, que c'est intenable. Et donc, on est confronté à une problématique de fond qui est assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une surconsommation. C'est vrai qu'il y a des problématiques écologiques. C'est vrai qu'on consomme beaucoup de pétrole, que le pétrole un jour va arriver à manquer et que du coup, notre société, qui est une société pétro-industrielle, risque l'effondrement. Alors pas d'un coup, d'un seul, évidemment, mais ultimement, ça peut être ça. Et comment on fait? Parce que la sobriété choisie, vendue par les écolo-gauchistes, personne n'en veut, pas même les écolo-gauchistes eux-mêmes, parce que ça serait un sacrifice bien trop important. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Européens qui se posent ces questions sont un peu les seuls à faire ces efforts. Les Indiens, les Chinois, les Africains, toutes ces questions écologiques-là, ça leur parle pas. Ils ne font pas les mêmes efforts que nous. Et on a tellement besoin de pétrole dans nos vies que j'ai envie d'adresser un message à tous ceux qui prennent l'avion régulièrement ou qui prennent leur voiture et qui peuvent se sentir coupables. Eh bien, je peux vous dire qu'au fond des choses, quand on réfléchit bien, il n'y a pas tant de problèmes que ça à consommer du pétrole et compagnie. Alors attention, là encore, je veux pas qu'on tombe dans l'excès, mais vous allez voir quand je vais expliquer ça. En réalité, notre société, qui est celle du pétrole, c'est une société pétro-industrielle, la révolution industrielle, qui rencontre le pétrole, qui est à la fois une source d'énergie extraordinairement pratique et puissante, et qui en plus se décline avec, par exemple, le plastique, etc. Il y a plein de dérivés du pétrole qui font notre société, notre monde. Okay, le pétrole est tellement important pour notre société, et se couper de ce pétrole signifierait un tel retour en arrière, une telle catastrophe pour le monde entier, qu'il est impensable qu'on cesse d'exploiter le pétrole dans les années à venir. On peut peut-être ralentir un peu, bien entendu, et tout effort est bon à prendre, mais si on arrive à décaler les choses de 100, 200 ans, ça sera bien un maximum, et ça ne sera pas du tout significatif au niveau du climat. C'est-à-dire que 100 ou 200 ans en termes de climat, ça n'a pas de sens. Donc si on considère, et c'est mon cas parce que je crois le consensus scientifique sur la question, si on considère que le réchauffement climatique est inéluctable si on exploite le pétrole et compagnie. Mais en sachant qu'on ira jusqu'au bout du pétrole parce que notre société repose dessus et que sinon c'est retour, j'exagère un peu, mais retour au Moyen-Âge, ça nous montre bien que même si le réchauffement climatique atteint plus 3, plus 4, plus 5 degrés, eh bien les inconvénients causés par ce réchauffement climatique, pour l'ensemble de l'humanité, seront largement inférieurs aux inconvénients que provoquerait la fin de l'utilisation du pétrole, une fin volontaire. Voilà. Parce que le retour au Moyen-Âge, je suis désolé, mais c'est pas vivable. Voilà. C'est juste impensable. Donc, c'est pour vous dire, voilà, vous qui utilisez votre voiture, l'avion de temps en temps et compagnie, même si évidemment faire des efforts, c'est quand même quelque chose de très bien, pas de souci, faut pas vous sentir coupable, parce que de toute manière, on n'a pas d'autre alternative que d'aller jusqu'au bout et dans le même temps de trouver des solutions techniques via le progrès, via la recherche, via la science, afin de trouver des alternatives viables, de trouver par exemple de développer la fusion, de développer le nucléaire de 4e, 5e génération, que sais-je, de développer pourquoi pas des énergies renouvelables efficaces, même si alors là on est sur quelque chose qui est très compliqué, mais pourquoi pas développer le solaire. Si on arrivait à côté à développer des capacités de stockage importantes, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, et ce qui rend quand même du coup le renouvelable très moyen, pour pas dire autre chose. Mais si on arrivait à développer des capacités de stockage, eh bien on pourrait se passer du pétrole par exemple. Bon, voilà. Donc il n'y a pas d'autre choix pour notre société pétro-industrielle que de tout miser sur la recherche, sur la science, pour essayer de trouver des alternatives au pétrole. Et en attendant, on ne peut pas se passer de cette source d'énergie-là. Voilà. C'est comme ça, c'est peut-être terrible sur certains points, mais croyez-moi, l'alternative est bien pire. Bref, donc là, c'était une longue digression sur le pétrole, mais je voudrais continuer quand même sur cette question de la posture écologique, parce que pour moi, c'est quand même important. J'ai fait une émission, un débat, avec 2 membres d'Academia Christiana, sur la place de l'écologie à droite. Un débat assez long, ma foi, près de 2 heures, mais qui me semble
essentiel, nécessaire. Et si vous pouvez le regarder, faites-le. On y parle de décroissance, de localisme, de sobriété, de pétrole, de climat. Tout ce que je vous ai dit là, eh bien, je le développe. Donc, comme ça vous permet de sortir un peu des caricatures un peu faciles et nécessaires que j'ai dû faire dans cette vidéo. Et je dis dans cette vidéo notamment que l'écologie, c'est une posture pure, parce qu'on a beau se dire pour une société de plus en plus écolo et compagnie, avec le développement du bio et compagnie, ok, dans la réalité, ça ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Parce que à la première crise économique qui vient, le bio, pour reprendre cet exemple-là, pâtit immédiatement de la baisse du pouvoir d'achat du public, qui fait passer l'écologie après l'économie. L'écologie, c'est quelque chose qui est un peu un loisir de bourgeois, de gens qui sont issus de la société pétro-industrielle et qui ont un pouvoir d'achat conséquent et qui peuvent donc se permettre ça. Mais le bio, je peux vous dire que ça descend vite. Et là, on le voit récemment, puisque il y a une inflation sur énormément de produits alimentaires aujourd'hui. Quel est le secteur qui baisse drastiquement ces dernières semaines, ces derniers mois? Eh bien, c'est le bio. Voilà. On avait un plateau plutôt montant jusqu'en 2021. Et puis, une fois que la crise économique arrive, le bio disparaît. Donc, c'est pour ça que je dis attention à se focaliser trop sur l'écologie, parce que si on en fait trop sur ce sujet-là, on va se retrouver à tenir des discours qui sont intenables, par définition, et qui donc nous disqualifieront, parce qu'on aura défendu des choses qui ne sont pas réalistes, pas pragmatiques. Voilà, pour moi, c'est vraiment très important de ne pas focaliser tout notre discours sur cette question écologique, même s'il faut la prendre en compte, parce que sinon, on va droit vers des déconvenus, parce que le fameux monde de la décroissance, au nom de l'écologie, en fait, quand on entre dans un monde en décroissance et donc en décroissance économique, on oublie totalement l'écologie. Je prends souvent un autre exemple, mais en France, on a du pétrole et du gaz de schiste. Okay, donc, l'exploitation est totalement impensable dans notre pays qui est à la fois ultra-gauchiste et ultra-socialisé. Enfin bon, bref, il y aurait des manifestations, il y aurait des associations de tous les côtés qui empêcheraient, donc c'est impensable. Mais le jour où on n'a plus de pétrole, et où il y a une espèce de crise énergétique qui arrive. On a un hiver très dur, par exemple, et du coup, il y a des gens qui meurent à cause de la pénurie énergétique. Eh bien, je peux vous dire que dans les semaines qui suivent cet hypothétique hiver très douloureux, on lancera l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste en France. Voilà. Parce que là, tout d'un coup, les voix écologistes ne seront plus audibles, parce qu'on sera dans une crise économique. Voilà. Donc, attention à tout ça. Le confort a plein de défauts, mais il a aussi d'immenses qualités, et on ne peut plus se passer de ce confort moderne. Voilà. On n'accepterait pas de revenir au Moyen-Âge ou au 19e siècle, ce qui revient pas au même, mais globalement, pour nous, ça serait un désastre. Voilà. Donc, voilà, le discours écologique, que ce soit sur la loi zéro artificialisation, que ce soit sur le bio, que ce soit sur la décroissance, vraiment, c'est un énorme piège. Alors pareil, toujours dans la question de la posture, on a cette députée Europe Écologie Les Verts, Marie Toussaint, qui nous dit « Si on rémunérait à l'emploi plutôt qu'à l'hectare, on donnerait aux paysans les moyens de pouvoir lutter contre les herbes invasives. » Voilà. Et donc là, on a un tweetos qui répond, qui analyse cette proposition de Marie Toussaint, et qui nous dit, voilà, l'idée qu'il faille remplacer le glyphosate par un désherbage manuel est intéressante. Étudions-la un peu. Selon les professionnels, il faut environ 40 heures par hectare pour nettoyer un champ à la binette. Les cultures céréalières, à elles seules, représentent 9 millions d'hectares en France. Cela représente donc 45 millions de jours de travail pour enlever les mauvaises herbes, rien que pour les céréales. Bien sûr, il faut désherber dans un temps limité pour pouvoir semer avant que les plantes adventices ne se développent trop. Disons que cette période ne doit pas excéder 8 jours en mars et en octobre. Il faudra donc mobiliser 45 millions de jours de travail divisé par 7 jours, 5,6 millions de Français pendant une semaine, 2 fois par an, pour aller biner dans les champs. Si en plus on les paye pour cela, même au SMIC, cela coûtera 5,1 milliards d'euros à l'agriculture française, rien que pour les céréales. Soit les 4/5 de ce que nous rapportent nos exportations. En fait, on a le grand discours des écolos gauchos qui est de dire le désherbant, le glyphosate, tous ces trucs-là, c'est le mal absolu, etc. Bon, alors je ne me prononce pas sur le fond du dossier parce qu'il peut y avoir des désagréments, ça j'en conviens tout à fait. Mais à côté, c'est quoi l'alternative? Et là, on en revient toujours, grand discours, les postures face au concret. Là, on a un exemple de ce que c'est concrètement que le retour à l'agriculture traditionnelle, le retour à la décroissance, le retour à la fin des engrais et compagnie. En fait, c'est avant tout le retour au champ pour énormément de Français. Et qui veut faire ça concrètement? Là, tout d'un coup, les députés Europe Écologie Les Verts, à mon avis, ils vont pas les salir les mains. Donc, vous voyez bien qu'on est face à des problématiques qui, quand on rentre dans le dur, quand on rentre dans le réel,
montre que l'écolo-gauchisme est une catastrophe. Et en fait, cet écolo-gauchisme, qu'est-ce que c'est au fond du fond? Faut pas oublier qu'il y a écologie dedans, ce qui est plutôt une chose noble, hein, pas de problème, mais il y a gauchisme. Et pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, vous le savez, l'une des particularités du gauchisme, l'un de ses piliers, au fond, sa motivation première, qui est inconsciente chez beaucoup de gauchistes, heureusement, c'est une pulsion du ressentiment contre l'ordre, la civilisation, la grandeur. C'est quelque chose, en fait, qui amène les gauchistes à vouloir détruire. Alors détruire les statues, détruire l'homme blanc symboliquement ou physiquement d'ailleurs, et détruire la société. Et c'est ça en réalité qui se passe. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a eu une proposition qui est passée au Parlement européen d'autoriser ce qu'on appelle les méga camions. C'est-à-dire que vous avez un véhicule de tête qui a 2 ou 3 remorques derrière lui. Okay, bon, c'est quelque chose qui se fait dans d'autres pays, aux États-Unis, compagnie. Bon, bref. Et ce qui est intéressant, c'est que ces méga camions, même si le nom fait un peu peur, c'est beaucoup plus écologique que des camions classiques. Parce que pour la même consommation, on tire beaucoup plus de marchandises et donc il y a une réduction qui est quand même importante. Mais pour les écologistes, eh bien, autoriser ces méga camions serait insensé. Tout ça en sachant, donc, comme le dit cette étude, hein, qu'ils sont 21% plus économes en énergie par tonne transportée, ce qui est quand même pas rien. Et donc pourquoi les écolo-gauchistes s'opposent à un mode de transport qui améliorerait alors les émissions carbone, compagnie. Bon, pourquoi? Mais parce qu'au fond du fond, ils ne sont pas préoccupés par l'écologie. Les écolo-gauchistes, ce sont des gauchistes avant tout. Et ils voient l'écologie, qui est quelque chose de plutôt noble à la base, comme un moyen de détruire nos sociétés occidentales. Voilà la réalité derrière. C'est du pur ressentiment qui s'exprime. Et c'est pour ça que les suivre, se soumettre à leur narratif, c'est un grave danger. On peut bien sûr avoir un discours écologiste, je pense l'avoir à ma mesure, mais eux, ils nous entraînent vers ce qu'ils appellent la décroissance, la sobriété, etc. Mais c'est tout simplement la fin de notre civilisation. Et c'est ça leur but ultime. C'est pour ça qu'ils s'opposent aux méga camions, c'est pour ça qu'ils s'opposent en fait à tout. Ils s'opposent à tout, ce qui est plus ou moins issu de la société industrielle parce que pour eux, c'est le grand méchant, c'est l'ordre, c'est la civilisation et c'est quelque chose qu'il faut abattre. Donc, ne les suivons pas dans cette voie de garage abominable. Sachons prendre nos distances avec cet amour de la destruction, de la décroissance et compagnie et acceptons que le progrès technique, la science, la recherche, tout cela, tout ce génie européen en réalité, alors ça pour eux, pour les gauchistes, c'est le mal absolu, mais c'est par le génie européen que nous résoudrons les crises écologiques, les crises énergétiques qui vont advenir dans les années, dans les décennies qui viennent. On doit parler d'écologie, c'est certain, mais on ne doit pas en parler n'importe comment et surtout, on doit combattre cette pulsion de mort, de destruction qui anime les écolo-gauchistes et qui nous emmène vers la catastrophe. Les écolo-gauchistes sont des ennemis parce que, au fond du fond, que ce soit conscient ou non, ils veulent nous empêcher de trouver la solution qui nous permettrait de faire fleurir notre civilisation. Voilà. Et ça, c'est vraiment dramatique. Il faut absolument tout faire pour se tenir le plus éloigné possible d'eux et les combattre sans pitié. Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous appréciez mon travail, si vous appréciez le combat que je mène, n'hésitez pas à me soutenir. Vous avez en description de cette vidéo un lien vers ma page Tipeee. Et à partir de 5 € par mois, vous rejoignez la communauté Sunrise avec du contenu exclusif. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Vous avez aussi la possibilité de faire un don ponctuel, toujours en description. Et puis, vous pouvez acheter une œuvre d'art réalisée par un artiste patriote sur le site sunriseshop.tube. Vous avez également le lien en description. Merci d'avance et à très vite.